Une vie, par Guy de Maupassant. Chapitre 1, suite. C'était une de ces hautes et vastes demeures normandes, tenant de la ferme et du château, bâtie en pierre blanche devenue grise, et spacieuse à loger une race. Un immense vestibule séparait en deux la maison et la traversait de part en part, ouvrant ses grandes portes sur les deux faces. Un double escalier semblait enjamber cette entrée, laissant vide le centre et joignant au premier ces deux montées, à la façon d'un pont. Au rez-de-chaussée, à droite, on entrait dans le salon démesuré, tendu de tapisseries à feuillage où se promenaient des oiseaux. Tout le meuble, en tapisserie, au petit point, n'était que l'illustration des fables de La Fontaine, et Jeanne eut un tressaillement de plaisir, en retrouvant une chaise qu'elle avait aimée étant tout enfant, et qui représentait l'histoire du renard et de la cigogne. À côté du salon s'ouvrait la bibliothèque pleine de livres anciens, et deux autres pièces inutilisées. À gauche, la salle à manger en boiserie neuve, la lingerie, l'office, la cuisine et un petit appartement contenant une baignoire. Un corridor coupait en long tout le premier étage. Les 10 portes des 10 chambres s'alignaient sur cette allée. Tout au fond, à droite, était l'appartement de Jeanne. Ils y entrèrent. Le baron venait de le faire remettre à neuf, ayant employé simplement des tentures et des meubles restés sans usage dans les greniers. Des tapisseries d'origine flamande et très vieilles peuplaient ce lieu de personnages singuliers. Mais en apercevant son lit, la jeune fille poussa des cris de joie. Aux 4 coins, 4 grands oiseaux de chêne, tout noirs et luisants de cire, portaient la couche et paraissaient en être les gardiens. Les côtés représentaient 2 larges guirlandes de fleurs et de fruits sculptés, et 4 colonnes finement cannelées que terminaient des chapiteaux corinthiens. Soulevait une corniche de roses et d'amour enroulées. Il se dressait monumental et tout gracieux cependant, malgré la sévérité du bois bruni par le temps. Le couvre-pied et la tenture du ciel de lit scintillaient comme 2 firmaments. Ils étaient faits d'une soie antique, d'un bleu foncé qu'étoilait par places de grandes fleurs de lys brodées d'or. Quand elle l'eut bien admiré, Jeanne, élevant sa lumière, examina les tapisseries pour en comprendre le sujet. Un jeune seigneur et une jeune dame habillés en vert, en rouge et en jaune de la façon la plus étrange, causaient sous un arbre bleu où mûrissaient des fruits blancs. Un gros lapin, de même couleur, broutait un peu d'herbe grise. Juste au-dessus des personnages, dans un lointain de convention, on apercevait 5 petites maisons rondes, au toit aigu, et là-haut, presque dans le ciel, un moulin à vent tout rouge. 2 grands ramages figurant des fleurs circulaient dans tout cela. Les 2 autres panneaux ressemblaient beaucoup au premier, sauf qu'on voyait sortir des maisons 4 petits bonhommes vêtus à la façon des Flamands, et qui levaient les bras au ciel, en signe d'étonnement et de colère extrême. Mais la dernière tenture représentait un drame. Près du lapin qui broutait toujours, le jeune homme étendu semblait mort. La jeune dame, le regardant, se perçait le sein d'une épée, et les fruits de l'arbre étaient devenus noirs. Jeanne renonçait à comprendre quand elle découvrit, dans le coin, une bestiole microscopique, que le lapin, s'il eût vécu, aurait pu manger comme un brin d'herbe, et cependant, c'était un lion. Alors elle reconnut les malheurs de Pyrame et de Thisbé, et quoiqu'elle sourît de la simplicité des dessins, elle se sentit heureuse d'être enfermée dans cette aventure d'amour qui parlerait sans cesse à sa pensée des espoirs chéris et ferait planer chaque nuit sur son sommeil cette tendresse antique et légendaire. Tout le reste du mobilier unissait les styles les plus divers. C'étaient ces meubles que chaque génération laisse dans la famille et qui font des anciennes maisons des sortes de musées où tout se mêle. Une commode Louis XIV superbe, cuirassée de cuivre éclatant, était flanquée de 2 fauteuils Louis XV, encore vêtus de leur soie à bouquet. Un secrétaire en bois de rose faisait face à la cheminée qui présentait, sous un globe rond, une pendule de l'Empire. C'était une ruche de bronze suspendue par 4 colonnes de marbre au-dessus d'un jardin de fleurs dorées. Un mince balancier sortant de la ruche par une fente allongée promenait éternellement sur ce parterre une petite abeille aux ailes d'émail. Le cadran était en faïence peinte et encadré dans le flanc de la ruche. Elle se mit à sonner 11 heures. Le baron embrassa sa fille et se retira chez lui.
Alors Jeanne, avec regret, se coucha. D'un dernier regard, elle parcourut sa chambre, et puis éteignit sa bougie. Mais le lit, dont la tête seule s'appuyait à la muraille, avait une fenêtre sur sa gauche par où entrait un flot de lune qui répandait à terre une flaque de clarté. Des reflets rejaillissant au mur, des reflets pâles caressant faiblement les amours immobiles de Pyrame et de Thisbé. Par l'autre fenêtre, en face de ses pieds, Jeanne apercevait un grand arbre tout baigné de lumière douce. Elle se tourna sur le côté, ferma les yeux, puis, au bout de quelque temps, les rouvrit. Elle croyait se sentir encore secouée par les cahots de la voiture dont le roulement continuait dans sa tête. Elle resta d'abord immobile, espérant que ce repos la ferait enfin s'endormir. Mais l'impatience de son esprit envahit bientôt tout son corps. Elle avait des crispations dans les jambes, une fièvre qui grandissait. Alors elle se leva, et nu-pieds, nu-bras, avec sa longue chemise qui lui donnait l'aspect d'un fantôme, elle traversa la mare de lumière répandue sur son plancher, ouvrit sa fenêtre et regarda. La nuit était si claire qu'on y voyait comme en plein jour, et la jeune fille reconnaissait tout ce pays aimé jadis dans sa première enfance. C'était d'abord, en face d'elle, un large gazon, jaune comme du beurre sous la lumière nocturne. 2 arbres géants se dressaient aux pointes, devant le château, un platane au nord, un tilleul au sud. Tout au bout de la grande étendue d'herbe, un petit bois embosqué terminait ce domaine, garanti des ouragans du large par 5 rangs d'ormes antiques, tordus, rasés, rongés, taillés en pente comme un toit par le vent de mer toujours déchaîné. Cette espèce de parc était borné à droite et à gauche par 2 longues avenues de peupliers démesurés, appelés peuples en Normandie, qui séparaient la résidence des maîtres des 2 fermes y attenant, occupées l'une par la famille Couillard, l'autre par la famille Martin. Les peuples avaient donné leur nom au château. Au-delà de cet enclos s'étendait une vaste plaine inculte, semée d'ajoncs où la brise sifflait et galopait jour et nuit. Puis, soudain, la côte s'abattait en une falaise de 100 mètres, droite et blanche, baignant son pied dans les vagues. Jeanne regardait au loin la longue face moirée des flots qui semblaient dormir sous les étoiles. Dans cet apaisement du soleil absent, toutes les senteurs de la terre se répandaient. Un jasmin grimpé autour des fenêtres d'en bas exhalait continuellement son haleine pénétrante qui se mêlait à l'odeur, plus légère, des feuilles naissantes. De lentes rafales passaient, apportant les saveurs fortes de l'air salin et la sueur visqueuse des varechs. La jeune fille s'abandonna au bonheur de respirer, et le repos de la campagne la calma comme un bain frais. Toutes les bêtes qui s'éveillent quand vient le soir et cachent leur existence obscure dans la tranquillité des nuits emplissaient les demi-ténèbres d'une agitation silencieuse. De grands oiseaux qui ne criaient point fuyaient dans l'air comme des taches, comme des ombres. Des bourdonnements d'insectes invisibles effleuraient l'oreille. Des courses muettes traversaient l'herbe, pleine de rosée ou le sable des chemins déserts. Seuls quelques crapauds mélancoliques poussaient vers la lune leurs notes courtes et monotones. Il semblait à Jeanne que son cœur s'élargissait, plein de murmures, comme cette soirée claire fourmillant soudain de 1000 désirs rôdeurs, pareils à ces bêtes nocturnes dont le frémissement l'entourait. Une affinité l'unissait à cette poésie vivante. Et dans la molle blancheur de la nuit, elle sentait courir des frissons surhumains, palpiter des espoirs insaisissables, quelque chose comme un souffle de bonheur. Et elle se mit à rêver d'amour. L'amour, il l'emplissait depuis 2 années de l'anxiété croissante de son approche. Maintenant elle était libre d'aimer, elle n'avait plus qu'à le rencontrer lui. Comment serait-il? Elle ne le savait pas au juste et ne se le demandait même pas. Il serait lui, voilà tout. Elle savait seulement qu'elle l'adorerait de toute son âme et qu'il la chérirait de toute sa force. Ils se promèneraient par les soirs pareils à celui-ci, sous la cendre lumineuse qui tombait des étoiles. Ils iraient, les mains dans les mains, serrés l'un contre l'autre, entendant battre leur cœur, sentant la chaleur de leurs épaules, mêlant leur amour à la simplicité suave des nuits d'été, tellement unis qu'ils pénétreraient aisément par la seule puissance de leur tendresse jusqu'à leurs plus secrètes pensées, et cela continuerait indéfiniment, dans la sérénité d'une affection indescriptible. Et il lui sembla soudain qu'elle le sentait là contre elle, et brusquement, un vague frisson de sensualité lui courut des pieds à la tête.
Elle serra ses bras contre sa poitrine, d'un mouvement inconscient, comme pour étreindre son rêve, et sur sa lèvre tendue vers l'inconnu, quelque chose passa qui la fit presque défaillir, comme si l'haleine du printemps lui eût donné un baiser d'amour. Tout à coup, là-bas, derrière le château, sur la route, elle entendit marcher dans la nuit, et dans un élan de son âme affolée, dans un transport de foi à l'impossible, au hasard providentiel, au pressentiment divin, aux romanesques combinaisons du sort, elle pensa « Si c'était lui ». Elle écoutait anxieusement le pas rythmé du marcheur, sûre qu'il allait s'arrêter à la grille pour demander l'hospitalité. Lorsqu'il fut passé, elle se sentit triste comme après une déception, mais elle comprit l'exaltation de son espoir et sourit à sa démence. Alors, un peu calmée, elle laissa flotter son esprit au courant d'une rêverie plus raisonnable, cherchant à pénétrer l'avenir, échafaudant son existence. Avec lui, elle vivrait ici, dans ce calme château qui dominait la mer. Elle aurait sans doute 2 enfants, un fils pour lui, une fille pour elle, et elle les voyait courant sur l'herbe, entre le platane et le tilleul, tandis que le père et la mère les suivraient d'un œil ravi, en échangeant par-dessus leur tête des regards pleins de passion. Et elle resta longtemps, longtemps à rêvasser ainsi, tandis que la lune, achevant son voyage à travers le ciel, allait disparaître dans la mer. L'air devenait plus frais. Vers l'orient, l'horizon pâlissait. Un coq chanta dans la ferme de droite, d'autres répondirent dans la ferme de gauche. Leur voix, enrouée, semblait venir de très loin, à travers la cloison des poulaillers, et dans l'immense voûte du ciel blanchie insensiblement, les étoiles disparaissaient. Un petit cri d'oiseau s'éveilla quelque part. Des gazouillements timides d'abord sortirent des feuilles, puis ils s'enhardirent, devinrent vibrants, joyeux, gagnant de branche en branche, d'arbre en arbre. Jeanne soudain se sentit dans une clarté, et, levant la tête qu'elle avait cachée en ses mains, elle ferma les yeux, éblouie par le resplendissement de l'aurore. Une montagne de nuages empourprés, cachée en partie derrière une grande allée de peuple, jetait des lueurs de sang sur la terre réveillée. Et lentement, crevant les nuées éclatantes, criblant de feu les arbres, les plaines, l'océan, tout l'horizon, l'immense globe flamboyant parut. Et Jeanne se sentait devenir folle de bonheur, une joie délirante, un attendrissement infini devant la splendeur des choses noya son cœur qui défaillait. C'était son soleil, son aurore, le commencement de sa vie, le lever de ses espérances. Elle tendit les bras vers l'espace rayonnant avec une envie d'embrasser le soleil. Elle voulait parler, crier quelque chose de divin, comme cette éclosion du jour, mais elle demeurait paralysée dans un enthousiasme impuissant. Alors, posant son front dans ses mains, elle sentit ses yeux pleins de larmes, et elle pleura délicieusement. Lorsqu'elle releva la tête, le décor superbe du jour naissant avait déjà disparu. Elle se sentit elle-même apaisée, un peu lasse, comme refroidie. Sans fermer sa fenêtre, elle alla s'étendre sur son lit, rêva encore quelques minutes, et s'endormit si profondément qu'à 8 heures, elle n'entendit point les appels de son père, et se réveilla seulement lorsqu'il entra dans sa chambre. Il voulait lui montrer l'embellissement du château, de son château. La façade qui donnait sur l'intérieur des terres était séparée du chemin par une vaste cour plantée de pommiers. Ce chemin, dit vicinal, courant entre les enclos des paysans, joignait une demi-lieue plus loin la grande route du Havre à Fécamp. Une allée droite venait de la barrière de bois jusqu'au perron. Les communs, petits bâtiments en cailloux de mer, coiffés de chaumes, s'alignaient des 2 côtés de la cour, le long des fossés des 2 fermes. Les couvertures étaient refaites à neuf, toute la menuiserie avait été restaurée, les murs réparés, les chambres retapissées, tout l'intérieur repeint, et le vieux manoir terni portait comme des taches, ses contrevents frais, d'un blanc d'argent et ses replâtrages récents sur sa grande façade grisâtre. L'autre façade, celle où s'ouvrait une des fenêtres de Jeanne, regardait au loin la mer par-dessus le bosquet et la muraille d'orme rongée du vent. Jeanne et le baron, bras dessus bras dessous, visitèrent tout, sans omettre un coin, puis ils se promenèrent lentement dans les longues avenues de peupliers qui enfermaient ce qu'on appelait le parc. L'herbe avait poussé sous les arbres, étalant son tapis vert. Le bosquet, tout au bout, était charmant, mêlait ses petits chemins tortueux séparés par des cloisons de feuilles. Un lièvre partit brusquement, qui fit peur à la jeune fille.
Puis il sauta le talus et détala dans les joncs marins vers la falaise. Après le déjeuner, comme madame Adélaïde, encore exténuée, déclarait qu'elle allait se reposer, le baron proposa de descendre jusqu'à Yport. Ils partirent, traversant d'abord le hameau d'Étouvent, où se trouvaient les peuples. 3 paysans les saluèrent comme s'ils les eussent connus de tout temps. Ils entrèrent dans les bois en pente qui s'abaissaient jusqu'à la mer, en suivant une vallée tournante. Bientôt apparut le village d'Yport. Des femmes qui raccommodaient des hardes, assises sur le seuil de leur demeure, les regardaient passer. La rue inclinée, avec un ruisseau dans le milieu, et des tas de débris traînant devant les portes, exhalait une odeur forte de saumure. Les filets bruns, où restaient de place en place des écailles luisantes pareilles à des piécettes d'argent, séchaient contre les portes des taudis, d'où sortaient des senteurs des familles nombreuses grouillant dans une seule pièce. Quelques pigeons se promenaient au bord du ruisseau, cherchant leur vie. Jeanne regardait tout cela qui lui semblait curieux et nouveau comme un décor de théâtre, mais brusquement, en tournant un mur, elle aperçut la mer, d'un bleu opaque et lisse, s'étendant à perte de vue. Ils s'arrêtèrent en face de la plage à regarder. Des voiles blanches comme des ailes d'oiseaux passaient au large. À droite comme à gauche, la falaise énorme se dressait. Une sorte de cap arrêtait le regard d'un côté, tandis que, de l'autre, la ligne des côtes se prolongeait indéfiniment jusqu'à n'être plus qu'un trait insaisissable. Un port et des maisons apparaissaient dans une de ces déchirures prochaines, et de tout petits flots qui faisaient à la mer une frange d'écume roulaient sur le galet avec un bruit léger. Les barques du pays allaient sur la pente de cailloux ronds, reposées sur le flanc, tendant au soleil leurs joues rondes vernies de goudron. Quelques pêcheurs les préparaient pour la marée du soir. Un matelot s'approcha pour offrir du poisson, et Jeanne acheta une barbue qu'elle voulait rapporter elle-même au peuple. Alors l'homme proposa ses services pour des promenades en mer, répétant son nom coup sur coup, afin de le faire bien entrer dans les mémoires. Lastic. Joséphin Lastic. Le baron promit de ne pas l'oublier. Ils reprirent le chemin du château. Comme le gros poisson fatiguait Jeanne, elle lui passa dans les ouïes la canne de son père dont chacun d'eux prit un bout. Et ils allaient gaiement, en remontant la côte, bavardant comme 2 enfants, le front au vent et les yeux brillants, tandis que la barbue, qui lassait peu à peu leurs bras, balayait l'herbe de sa queue grasse. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.